Je vais surtout vous faire un petit état des lieux des aspects de thérapie génique qui ont commencé il y a un certain nombre d'années sur un concept en fait qui est le suivant, qui est deux approches biothérapeutiques sur un cœur défaillant. On est quand même essentiellement sur le modèle de l'insuffisance cardiaque systolique, hein, ça a vraiment été ça le principal problème. Des approches de remplacement, c'est des approches de thérapie cellulaire dont je ne vais pas parler, qui aussi ont un certain nombre d'obstacles. Et puis une autre approche qui est plus une approche de réparer en fait par la thérapie génique certains composants qui sont défaillants dans l'insuffisance cardiaque systolique. Et donc l'un des principaux exemples de ça, c'est les anomalies de ce qu'on appelle le couplage excitation-contraction dans le cardiomyocyte. Donc la cellule cardiaque et le moteur en fait est défaillant par plusieurs raisons, mais l'une des raisons principales, c'est son incapacité à bien utiliser le calcium, qui est l'essence en fait du moteur, du myofilament. Et pourquoi, donc là vous avez ici en fait s'affiche l'interaction actine-myosine avec l'augmentation et le relargage du calcium dans le cytosol. Ça c'est vraiment on rentre dans la cellule. Mais le problème c'est que si vous faites ça une fois, vous avez fait comme un fusil à un coup. Donc c'est bien, si vous tirez bien c'est bien, mais le cœur il bat plusieurs fois par minute, donc il faut réamorcer la pompe. Et pour réamorcer la pompe, il y a ici au milieu est apparue cette petite pompe qui s'appelle Cerca2A, qui est une pompe qui consomme de l'ATP, qui est très énergivore. C'est pour ça que le cœur est très énergivore, parce qu'elle renvoie le calcium dans les réservoirs de façon à pouvoir recharger et relancer l'excitation-contraction. On sait qu'en fait, dans à peu près toutes les formes d'insuffisance cardiaque systolique, il y a un défaut de cette pompe qui est lié essentiellement à un défaut d'activité pour plein de raisons, maintenant on le sait un peu plus, mais aussi un défaut d'expression. Et donc pharmacologiquement, c'est une cible qui est identifiée depuis le début des années 90. C'est très puissant lorsqu'on rétablit en fait la fonction de Cerca2A. Ça rétablit la contractilité, donc c'est un inotrope positif très fort. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de médicament, de molécule pharmacologique qui était capable de réactiver, de réexprimer Cerca2A. Donc il fallait trouver un autre moyen. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de passer en fait sur des approches de thérapie génique, d'apporter le gène. De se dire il est plus là, on va essayer d'en remettre à l'intérieur. Voilà, donc vous voyez que c'est ça le concept. Donc la deuxième chose qui est arrivée, c'est le développement en fait de tout plein de vecteurs de thérapie génique. Je vous ai mis même les plus nouveaux parce que je pense qu'à peu près 100% ici a reçu en fait, donc c'est pas de la thérapie génique, mais c'est un modified RNA puisque c'est effectivement ça fait partie des vecteurs qui sont utilisables. Ici en fait, l'une des choses qui a été très intéressante et qui est très intéressante pour la thérapie génique cardiovasculaire, c'est l'existence de ces petites particules ici qu'on appelle les AAV, qui sont beaucoup moins problématiques que ces gros virus, lentilles et adénovirus qui sont très inflammatoires, qui posent des problèmes d'immunotolérance, qui sont des petites particules qui s'expriment en fait sur le long terme, c'est-à-dire pendant plusieurs mois, c'est ce qu'on va voir ensemble, et qui permettent en fait d'impacter les gènes d'intérêt et de les envoyer et de les administrer chez les patients, essentiellement parce que c'est non pathogène, ça provoque pas de maladie connue en fait chez l'homme. Ensuite, il y a déjà en fait des acceptations de ces principes de thérapie génique dans d'autres pathologies extra-cardiovasculaires, notamment en neurologie, et puis en métabo. Et puis la dernière chose, c'est que on s'est rendu compte qu'ils ont une certaine affinité pour le muscle et qu'on peut les administrer. Alors je vous montrerai que maintenant on est en train de passer à la voie intraveineuse, mais dans le tout début, l'idée c'était les administrer en intracoronaire antérograde sur une vingtaine de minutes, donc à faible débit, de façon à pouvoir assurer une distribution au myocarde et donc de les mettre finalement dans une procédure de cath lab classique en même temps que vous avez cathétérisé votre coronaire. On faisait un protocole selon les dominances bien sûr anatomiques des coronaires. Donc une seule dose, à peu près une vingtaine de minutes, sur une procédure assez simple. Alors donc, il y a eu tout un programme qui s'est appelé Cupid, et nous on a fait en fait des études ancillaires dessus avec cet AAV qui redonnait la forme Cerca2A humaine chez des patients avec insuffisance cardiaque systolique. Très souvent en fait des patients, t'as parlé, je sais pas quel était le score, Guillaume il est là-bas, mais globalement c'était les gens qui étaient un peu en attente de greffe, qui étaient juste avant, ces gens qui commencent à échapper, avec l'idée de pouvoir se dire finalement si ça fait gagner 1-2 ans avant ou l'assistance ou la greffe, c'est peut-être déjà pas mal et c'est un bon gain. C'est la plus grosse étude de thérapie génique qui a été faite à l'heure actuelle, qui s'appelait Cupid 2, c'est quand même 250 patients avec, vous voyez, 125
patients traités en AAV1 et 125 patients ayant reçu le placebo. Alors ça reste quand même un effectif limité à la fin, hein, quand on voit les méga études, notamment celles conduites par Action avec brio, c'est très peu de patients, 250 à la fin, mais c'était pour la thérapie génique beaucoup. Et l'étude en fait donc en 2016 s'est révélée neutre. Donc vous voyez que les deux courbes sont quand même pas parfaitement superposées. Il y a un petit peu moins d'événements chez les AAV1 circa 2A, mais c'est pas significatif. Et donc il y a eu un retrait du sponsor, essentiellement pour une raison qui est pas vraiment médicale et scientifique, mais une raison qui est purement financière. Que les gens se sont dit ok, ça peut marcher. C'est peut-être des problèmes de dose et tout ça, mais compte tenu en fait de l'attente et c'est ce genre d'approche où il faut envoyer le patient en coronarographie, administrer, faire toute la procédure de production compliquée du virus, il faut que le gain soit très important. Et si c'est pour gagner en fait 10-20% d'événements, finalement un traitement fait pareil, donc ça vaut pas le coup d'investir. Voilà, ça a été ça le raisonnement principal. Alors nous, on avait fait aussi une étude ici qui était ancillaire avec de l'imagerie cardiaque pour voir si on voyait sur leur modelage et la perfusion des modifications. Pareil, on a été obligé de s'arrêter. On a quand même publié. Vous voyez qu'on n'avait pas de différence non plus significative. Mais ce qui est assez intéressant, c'est vous voyez la très large variabilité d'évolution des gens sous placebo, ce qui est assez logique. Et alors que les autres étaient quand même très resserrés, une espèce de stabilité. Donc, on a quand même l'impression qu'il s'est passé quelque chose, mais bien sûr difficile à analyser. Alors de là, on a appris plusieurs choses. Donc c'est ça la suite. Ça a mis un coup d'arrêt en fait à ces approches, pour être très clair. C'est pas parce que ça a mis un coup d'arrêt que c'était totalement fini. C'est dans l'échec que vous apprenez pour la phase future, et c'est ça qui va arriver, c'est les phases futures. Première chose, et ça on pouvait pas le savoir avant de le faire, comme c'est des vecteurs naturels, un certain nombre d'entre nous ont été déjà voilà, exposés, et on peut avoir des anticorps neutralisants. Et vous voyez que les taux d'anticorps neutralisants, ils sont variables. Ils vont de, en gros, 30% à plus de 80%. Et nous, en France, on est à 2/3, 61%. Donc déjà, de base, en fait, le vecteur qu'on va administrer, il y a des anticorps chez 2/3 des patients qui font que, ils vont tout simplement manger le vecteur et diminuer très fortement l'efficacité. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, quand on regarde, en fait, le nombre de copies, donc ça, c'est des résultats qui sont venus après, où on a récupéré collectivement, y compris sur les patients qu'on a fait nous ici à la Pitié, et puis au niveau international, des fragments au moment soit de l'autopsie, soit de la transplantation, pour essayer de voir si on détectait le vecteur. Vous voyez qu'il s'est passé quelque chose parce qu'on détecte effectivement le vecteur. Donc ça a bien marché, ça a bien été infecté, mais le problème c'est que le nombre de copies est très faible, et globalement je vous donne en fait on a aussi vérifié la séroconversion des patients, donc vous voyez qu'en fait on s'est dit attendez peut-être que le vecteur n'a pas marché, non c'est pas le cas, ils développent des anticorps, donc ils ont bien été en contact, mais quand on compare à ce qu'il y avait au niveau expérimental, vous voyez que globalement on a probablement infecté moins de 1% des cardiomyocytes. Donc c'est ça le problème, c'est un échec à ce niveau-là, c'était beaucoup moins que ce qui était attendu, puisque vous voyez que sur des données même précliniques, on était au pire à 30% chez le cochon. Et donc effectivement là il y a un ratio, il s'est passé quelque chose. Voilà, l'efficacité chez l'homme, elle est beaucoup moins, et c'est encore une fois une démonstration que la souris est un très mauvais modèle pour l'homme. C'est comme ça, c'est tout l'intérêt de la recherche translationnelle ou de la recherche clinique. Deuxième chose, est-ce que les doses devraient être plus importantes? Alors c'est une évolution actuelle. On s'était mis en fait sur des doses qui n'étaient pas si importantes que ça, qui étaient 1/10 des doses utilisées dans d'autres maladies, pour une raison toute simple, c'est que ces vecteurs AAV peuvent à un moment provoquer des réponses immunes et poser des soucis en fait de rejet et de lyse de la cellule qui a été infectée. Donc, vous ne voulez pas provoquer en gros des myocardites aiguës massives chez les gens qui auraient été administrés. Alors néanmoins, ça, peut-être que c'est pour ça qu'il n'y a que 1%, et donc maintenant les gens proposent de faire des plus hautes doses, et la tendance est de donner en fait un protocole d'immunosuppression pendant à peu près 3-4 semaines, en même temps que le traitement, soit sous corticoïdes, éventuellement sous cyclotacro, pour casser l'immunité cellulaire, un peu comme finalement en post-transplantation, et sur une durée de fenêtre très faible, le temps que l'infection se fasse. Dernière chose aussi très intéressante, c'est l'évolution des vecteurs. Tout ce que je vous ai montré, on a travaillé avec un AAV de type 1, parce que ça allait bien dans le muscle. Tout est en train de switcher pour l'AAV de type 9, qui est 200 fois plus puissant pour infecter les cellules cardiaques, c'est à peu près ça des taux. Il est moins fréquemment rencontré dans la population, donc quand on reteste en fait les sérums des gens qui étaient immunisés contre AAV1, c'est à peu près 2 fois moins, donc on tombe de 2/3 de pré-immunisés à seulement plus que 1/3. Donc ça devient aussi intéressant. Et puis surtout, il y a 3 ans, il a été utilisé chez des enfants avec des atrophies musculaires
et il est maintenant, avec succès, il est maintenant autorisé dans l'autorisation humaine. Donc ça fait aussi une évolution. Il y a d'autres évolutions qui sont plus complexes parce que c'est des vecteurs synthétiques, et donc ça pose des soucis après bien sûr d'autorisation et de manipulation. Avant-dernière chose, la maladie. Tout ce que je vous ai montré aussi a été fait en fait dans l'insuffisance cardiaque commune, pas du monogénique. C'est probablement une erreur, puisque tous les succès en fait de thérapie génique à l'heure actuelle sont quand même globalement en dehors du cardiovasculaire dans des pathologies qui restent avec du monogénique. Et donc c'est aussi ce qui est en train de se passer sur le cardiovasculaire. C'est en fait des cibles très claires sur des cardiomyopathies hypertrophiques avec des mutations très ponctuelles et très bien identifiées, l'ataxie de Friedreich, voilà, des choses ou des maladies, et probablement qu'on va déjà faire la démonstration là avant de repartir sur l'insuffisance cardiaque commune. C'était probablement une petite erreur, mais c'est comme ça. Et puis la dernière chose, c'est tout ce que je vous ai montré aussi est fait sur l'apport d'un gène. Mais une fois qu'il est apporté, et en fait je pense que c'est ça qui s'est passé dans nos essais, ça marche mais de manière transitoire. Même si c'est long terme, c'est quelques mois, même si c'est 6 mois, 1 an, au bout d'un moment forcément le gène que vous avez apporté, il faudrait le réadministrer une deuxième fois. Donc vous n'allez pas faire des cathétérismes comme ça à long terme. Donc il y a d'autres façons de faire maintenant, qui sont des techniques qu'on peut impacter et faire aussi en thérapie génique. Et alors c'est ça qui vraiment a le vent en poupe. C'est le couplage de l'édition génique, dont vous avez entendu parler, c'est-à-dire c'est le prix Nobel de l'année dernière, d'Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, qui ont découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qu'un système de protection bactérien pouvait être dérivé comme des ciseaux moléculaires, des bistouris moléculaires. Tu vois Guillaume, je te concurrence maintenant, je suis chirurgien moléculaire, ça fait classe, hein. Et donc en fait, l'idée c'est de pouvoir en fait guider ces petites enzymes sur le brin d'ADN de façon à pouvoir directement le réparer. Donc l'avantage c'est que vous avez une thérapie génique transitoire, mais vous avez un résultat au niveau génique qui est permanent. Alors là, vous comprenez bien que c'est en train d'être utilisé. Pour nous, pour ce qui nous concerne, c'est essentiellement en fait le Duchenne, parce que sur des formes très jeunes, des enfants, des formes excessivement graves, avec un espoir de correction complète de la maladie. Voilà, c'est ça l'objectif. Ça marche très bien. Là, je vous ai mis le premier papier en 2016 chez la souris. Ça marche très bien dans les modèles précliniques maintenant chez le chien. Donc il y a différents modèles de cardiomyopathie, notamment chez le Golden Retriever. Donc on en est là maintenant, et donc forcément le passage chez l'homme va se faire, parce que même si on va rentrer dans des manipulations géniques là pour le coup beaucoup plus complexes, on comprend bien que chez des patients qui n'ont absolument aucun espoir sur des maladies monogéniques très clairement identifiées, il y en a certains qui tenteront leur chance pour voir ce que ça va donner, et il n'y a pas de raison d'imaginer que ça ne marche pas. Forcément, ces outils sont très précis, on connaît les séquences génétiques, on est capable d'envoyer les enzymes et de faire la réparation, ça marchera. La grande question, c'est qu'est-ce qui se passe si ça coupe pas et ça répare pas exactement au bon endroit, et ça personne ne le sait trop. Donc c'est ça plutôt en fait la problématique, probablement de vigilance, t'en parlais tout à l'heure, qui va se poser, mais c'est ça l'avenir aussi des aspects de thérapie génique. Voilà, sur ce, je vous remercie encore de l'invitation, ça me fait toujours plaisir d'être là. Merci Jean-Sébastien. Est-ce qu'on a des questions? On a quand même l'impression que c'est drôlement plus compliqué de faire de la thérapie génique dans l'insuffisance cardiaque que, je sais pas moi, chez les enfants bulles, où ça marchait remarquablement et très vite et tout de suite. Hein. Bah oui, mais peut-être parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on voit surtout en fait des gens avec des formes multifactorielles, des post-ischémiques, etc. Peut-être qu'effectivement, il faut se coupler, je sais pas si Philippe est là, avec les centres de cardiomyopathie et avoir des formes génétiques, peut-être pédiatriques, effectivement, parce que tu as dit enfant bulle, il y a certes le côté bulle, mais il y a le côté enfant, et peut-être que ces formes plus pures génétiquement entre guillemets et donc plus dramatiques sont peut-être un terrain plus favorable pour le développement de la thérapie génique cardiovasculaire. Et c'est vrai que c'est pas ce qu'on a fait à l'heure actuelle. Tu as raison.